Bonsoir. Bonsoir. C'est la fin de la journée. Je fais la voix du 3e enregistrement. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous pour la semaine du cerveau. On a le plaisir de recevoir Florence Ponté. Bonsoir. Salut. Comment ça va, Florence ? Ça va. Un peu stress, mais ça va. Je suis contente d'être là. T'inquiète, ça va très bien se passer. Tu vas voir. Moi, je vais être la personne qui dit le plus de bêtises et après, tu vas te dire « Oh, en fait, ça va. » Je suis la personne qui détend les gens et qui pose des questions simples. Et lui, c'est le méchant. Non, c'est bien. On est bad cop, bad cop. De cette image dès le début, sans raison, c'est bien. C'est cool. C'est faux, ça va. Du coup, Florence, tu es doctorante en neurosciences, comme tous ceux qu'on a interviewés aujourd'hui. Tu es à l'Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine, donc à l'INSIA. Et tu es encadrée par Catherine Lemoine, que je connais parce que j'avais fait un stage avec elle en master. Ah, je savais pas. Je crois pas que tu m'avais dit. Okay. En master 1, j'avais travaillé sur le sevrage des opiacés avec elle. Et ton titre de thèse, c'est « Les bases neurales de la prise de décision en situation de risque ». Et ça a l'air hyper intéressant. Et j'ai plein de questions que je me suis notées. Tout d'abord, on va peut-être commencer par un petit point. Parcours, qu'est-ce que tu as fait avant qui t'a amené à te dire « Tiens, j'ai envie de faire une thèse ». Je me pose cette question tous les jours. Non, c'est faux. J'adore mon travail. Mon parcours, je pense que c'est le plus général que tu peux avoir quand tu fais une thèse en biologie. Parce que j'ai fait donc, une licence de biologie. Mm-hmm. Et après, j'ai réussi à avoir une place en master de neurosciences. Et par contre, j'ai eu des petits aléas, on va dire. Alors, j'étais partie en médecine après le bac, mais bon, au final, ça me plaisait pas. Et après le master, j'ai eu une période, c'était la période Covid, mais c'était une période où voilà, j'ai pas trop travaillé dans les sciences parce que je voulais voyager, etc. Mais c'était pas possible. Donc, au final, j'ai mis quand même du temps après mon master à trouver ma thèse. C'était 2 ans après, mais j'ai quand même réussi à passer le concours de l'école doctorale. Et donc, voilà, à travailler sur ce sujet-là. Tu as passé le concours et tu l'as eu ? Oui. Incroyable. Oui, en outsider, sans connaître personne de Bordeaux. C'était tu fais partie des 4 personnes au monde à réussir ce concours, c'est bien. Non, ça va. Tu l'as préparé en solo, du coup, le concours ouais. Ça devait pas être facile. Ouais. Non, mais alors, je sais plus si ça va forcément continuer comme ça. Ils pensaient le changer, mais c'est vrai que ce concours-là, il est un peu spécial parce que c'est pas ton sujet de thèse que tu présentes et que tu prépares avec ton futur superviseur, c'est un sujet fictif. Donc à la fois c'est compliqué parce que tu fais presque le travail d'un chercheur finalement à penser, à réfléchir à un projet de thèse et à dire les méthodes que tu vas utiliser, etc. Mais en même temps, ça laisse la porte ouverte à des personnes comme moi qui n'avaient pas de contact à Bordeaux voilà. C'est sûr que pour ton profil c'est plus simple parce que c'est ce que nous, quand on était en master, il y a des chercheurs qui disaient si tu veux passer le concours de l'école doctorale, évite de faire ton stage de M2 à l'étranger parce que tu ne seras pas sur place, tu n'auras pas de chercheurs forcément qui connaissent le principe de ce concours pour être sûr d'avoir un financement. Enfin, c'était un peu le truc, c'est un peu compliqué potentiellement de passer le truc. Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'avais été aidée aussi par l'association des doctorants de Détoubé. Ouais. Donc ça m'avait un petit peu préparée aussi. Donc toujours moyen de trouver un peu d'aide. Ouais. Ok. Et donc pourquoi ce sujet-là en particulier ? C'était dans ton parcours, tu as fait de la neuroscience et ça t'intéressait ce type de sujet ou c'était Alors, mon parcours en neurosciences, il est très bizarre. J'ai travaillé sur des modèles animaux en fait qui sont pas du tout communs. Parce que la plupart des personnes travaillent beaucoup sur les rongeurs et les primates. Moi, j'ai travaillé sur le papillon de nuit et sur la crevette. Donc, rien à voir. Non, pourquoi la prise de décision ? J'aime beaucoup tout ce qui est cognition, on va dire, dans lequel il y a la prise de décision, là-dedans. Il y avait plein de sujets qui m'intéressaient, mais je sais pas pourquoi j'étais attirée par ça, mais je trouvais ça intéressant. Il y a en plus des mises en situation réelle. C'est facile un peu de se projeter et de trouver un peu de fun en fait là-dedans. Donc, c'est quelque chose d'assez facilement applicable à la vie réelle en fait, ton sujet. Ouais, c'est ça. Il se transpose facilement dans une situation réelle avec des gens et tu te dis
Exactement, il est un peu sexy, comme on dit, comme sujet, même si en soi tous les sujets peuvent être sexy quand c'est bien expliqué, mais celui-ci, tout de suite, les personnes, elles ont quand même des idées, enfin une idée de ce que ça peut être quand même la prise de décision risquée. Donc il y a toujours moyen de démarrer la conversation et ouais, donc c'est ça que j'aime bien. Ça me fait une transition un peu parfaite pour ma première question, qui est c'est quoi les principales fonctions cognitives et c'est quoi ta définition de la prise de décision? Alors, donc du coup, la prise de décision, c'est un processus qui fait partie du grand domaine de la cognition, qui va regrouper aussi l'attention, la mémoire, de ce genre de processus-là. Et la définition la plus simple, c'est que c'est des processus qui vont être liés à l'identification, le traitement, le stockage et la réutilisation des informations dans notre environnement. Donc en gros, c'est la manière dont l'individu va comprendre et il va interagir avec son environnement. C'est ça la cognition. Et donc la prise de décision, comme son nom l'indique, c'est faire des choix, souvent entre plusieurs options, et ça arrive tous les jours, on fait tous les jours des choix. Et donc moi, le petit twist dans la grande famille de la prise de décision, c'est la prise de décision qui implique un risque. Donc il y a plusieurs types de risques, mais le mien, pour être très précise, c'est le risque en tant qu'incertitude. En fait, c'est l'incertitude d'obtenir en fait quelque chose de cool, c'est-à-dire une récompense. Si je peux donner des petites références comme ça, par exemple, dans les jeux télévisés, il y a énormément, ils utilisent énormément ce principe-là de prise de décision risquée. Par exemple, le maillon faible, par exemple, ça, c'est un bon exemple. Money drop aussi. Money drop, ou apprendre ou à laisser le jeu des boîtes d'Arthur. C'est vraiment ça, parce que, par exemple, dans le maillon faible, les candidats, ils répondent à une suite de questions, et à chaque question qu'ils répondent bien, ça rajoute de l'argent dans la cagnotte. Et plus ils répondent à de bonnes questions, plus la somme engrangée, elle va s'augmenter au fur et à mesure des questions. Et ils peuvent avoir le moyen de sauver cet argent-là en banquant. Mais s'ils le font trop tôt, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et s'ils le font juste avant, ils le font pas juste avant de se tromper, du coup, ils perdent tout l'argent. Donc il y a la gestion de la prise de risque comme ça. Sachant que si tu es au début des questions et que tu dis banque, en fait, tu vas récupérer une toute petite somme. C'est ça. Mais si tu augmentes, tu aurais gagner beaucoup plus en faisant banque, ça vaut pas le coup de le faire à chaque fois, quoi. C'est ça, c'est la gestion du risque, et en soi ils peuvent pas savoir sur quelles questions ils vont tomber, donc ils sont un peu incertains de est-ce que je vais pouvoir répondre à la question et est-ce que je vais pouvoir banquer et récupérer l'argent. Mais en même temps 250 balles c'est de la merde, donc ça dépend des gens, figure-toi. Voilà. Non mais oui, voilà, c'est un peu ça. Et moi, limite, mon sujet, c'est mieux l'exemple, je pense, des boîtes d'Arthur, parce que donc ce jeu-là, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en gros, pour les bonnes raisons. En gros, ce jeu, vous avez plusieurs boîtes, en fait, dont une qui est à vous, et vous connaissez pas le contenu des boîtes. Et en fait, il y a un tableau avec toutes les sommes d'argent qui sont disponibles dans le jeu. Et ça peut aller de genre une orange, donc c'est-à-dire 0 euros, à, on va dire, je sais pas, je crois que c'est 100 000 euros, quelque chose comme ça. Et donc, au début de la partie, vous n'avez pas trop d'informations parce que vous n'avez pas ouvert de boîte, donc il vous reste beaucoup de sommes d'argent possibles. Mais à un certain moment dans le jeu, on va dire que vous êtes à la fin, il vous reste une orange ou 100 000 euros. Et donc, cette somme-là, elle peut se trouver dans votre boîte ou dans celle avec laquelle vous pouvez échanger, en fait. Il vous propose un échange, souvent à la fin du jeu. Mais en fait, ce qui est le plus important dans ce jeu-là, c'est le banquier. En fait, si vous vous souvenez, c'est le gars en fait qui vous appelle et qui vous propose un deal. Donc lui, il a tout intérêt à vous proposer le moins d'argent possible, mais il va essayer un peu de vous appâter et de vous dire voilà, là tu peux gagner rien, tu peux gagner 100 000 euros, donc moi je te propose 20 000 euros. À toi de voir si tu les acceptes, au moins tu es sûr de les avoir, ou alors tu tentes de gagner 100 000 euros et rien. Et donc ça, typiquement, c'est vraiment ce que je fais avec mes animaux, ce que je travaille sur le rat. Mais c'est vraiment cette incertitude-là d'obtenir quelque chose. T'es le banquier Alors non, mais il y a une option qu'on appelle certaine, à l'opposé de celle qui est risquée, qui va jouer un peu le rôle du banquier dans ma tâche. Okay. Donc, oui. Du coup, tu disais qu'il y a plusieurs types de situations à risque. Donc toi, tu es sur l'incertitude du risque, donc la probabilité. Je suppose que dans les risques, tu comptes aussi le danger dans les types de risques qu'il peut y avoir.
Oui, tu peux compter. Oui, effectivement. D'ailleurs, dans le règne animal, la prédation, par exemple, c'est clairement un risque qu'ils ont. Par exemple, quand ils vont aller chercher de la nourriture ou qu'ils vont vouloir explorer, etc., les poissons, par exemple, ils sont dans un banc avec des congénères. S'ils quittent le banc trop tôt, parce qu'ils veulent aller chercher de la nourriture, ils peuvent la probabilité de mourir, elle est augmentée. Donc, tout à fait. La prédation, c'est un risque. Et après, quand on essaie de tester ça chez les animaux, on a souvent le risque donc, en punition. Donc, ça peut être donc, de la perte d'argent, même si ça, c'est très difficile à motiver. Enfin, perte d'une récompense, plutôt, parce que les animaux s'en fichent de gagner de l'argent. Mais ça, c'est compliqué à modéliser chez les rongeurs, parce que quand on leur donne de la nourriture, en fait, ils la mangent directement. On ne peut pas vraiment leur... faire comme nous, où en fait, on a une sorte de vision de ce qu'on pourrait gagner et qu'on peut perdre. On ne peut pas leur donner de la nourriture et la reprendre, c'est pas possible. Donc, c'est plutôt souvent des punitions avec des chocs électriques ou des choses comme ça, ou de la nourriture qu'ils n'aiment pas. Ça peut être ça aussi. L'effort aussi, pour obtenir quelque chose. T'es obligé de faire 40 pompes avant. C'est ça, de perdre des kilos, quoi. Tu fais 2 heures de roue et après tu auras mangé. C'est ça, donc il y a ça. Par exemple, typiquement, si tu vas aller au restaurant, tu as un restaurant que tu adores, mais il est à... faut faire 20 minutes de voiture, ou tu as le McDonald's à côté. Oups, peut-être pas dire nos marques. Si, on s'en fiche. Non, ça va. Voilà, bon, c'est pas... on n'aime pas McDo, mais on a le droit de le dire. Non, j'aime pas trop. Mais voilà, donc tu vas te dire, bon, allez, flemme, c'est pas loin. Mais bon, ça va moins te satisfaire, parce que la récompense, ça peut être en quantité, mais en qualité aussi, que ça te satisfait moins. Donc, tu peux avoir l'effort, tu peux avoir aussi le délai. Est-ce que tu es capable d'attendre longtemps pour obtenir une meilleure récompense, ou tu la veux tout de suite. Donc ça, il y a beaucoup d'expérience là-dessus, parce qu'il y a pas mal de maladies qui sont liées à ça, l'impulsivité, tout ça. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des grands types de risques en soi que j'ai dans la tête comme ça. Donc oui. Et alors, est-ce que, avant de rentrer dans ta question et ton hypothèse, on savait déjà si tous les risques ils se valent d'un point de vue mécanisme sous-tendu dans le cerveau? Je veux dire, est-ce que c'est toujours les mêmes structures impliquées si on parle d'un risque, comme on l'a dit, que ce soit pour manger ou pour la douleur, ou voilà, est-ce que c'est souvent les mêmes structures et les mêmes circuits, ou il va y avoir des spécificités? Oui, alors de manière générale, c'est très souvent quand même le même circuit. On va toujours parler, donc allez, on va rentrer un petit peu dans la géographie du cerveau, parce que le cerveau est finalement une planète, un petit peu. Donc il y a très souvent donc, des régions corticales, donc souvent préfrontales. On va aussi avoir tout le système de la récompense, donc tout ce qui est les régions comme le striatum, le nucleus accumbens, etc. Et puis il y a d'autres régions impliquées dans les émotions, comme l'amygdale par exemple. L'hippocampe, il est toujours aussi là, même si forcément on utilise la mémoire quand on fait des tâches, etc. Mais c'est pas, on va dire, un des agents principaux qui est étudié en neurosciences dans ce sujet-là. Puis on va avoir d'autres petites régions qui commencent à faire leur petit bout de chemin dans ce domaine, parce que c'est quand même assez récent, la prise de décision sous risque. Donc c'est très souvent le même réseau, mais le même circuit, mais elles vont, selon justement le type de risque que tu étudies ou que tu testes, elles vont pas avoir le même poids, et voire même pas la même fonction. C'est là où c'est finalement la joie de la science, le gros bazar. Voilà. C'est là où c'est compliqué d'émettre des hypothèses, de faire des interprétations, parce que même quand on étudie le même type de risque, les personnes ils vont faire les tests vont pas être exactement les mêmes, etc. sur la même souche de rats par exemple et tout. Donc c'est compliqué. Et alors, dans le cadre de ta thèse, c'était quoi ton hypothèse, la question à laquelle tu voulais répondre en te lançant dans ce sujet? Donc nous, c'était une nouvelle tâche de comportement dans notre équipe. Donc il a fallu déjà la développer et qu'elle fonctionne. C'est-à-dire qu'on s'attendait en fait à un certain comportement, et on avait réussi à l'obtenir. Bon, peut-être il faut que je l'explique d'ailleurs, parce que j'ai toujours pas expliqué ma tâche, c'est vrai. Donc moi je travaille avec des rats. Donc ils sont dans ce qu'on appelle une cage opérante. C'est une cage en fait où il y a des leviers. Donc, en l'occurrence il y en a 2, et ces 2 leviers représentent chacun une option.
Donc il y a un levier qu'on va appeler donc certain, le fameux banquier, qui va délivrer toujours une petite récompense. Donc c'est de la nourriture qui est un petit peu appétante pour les rats. Donc en l'occurrence, ils vont gagner une pelette de nourriture. Et un levier qu'on va appeler risqué, parce que même s'ils peuvent obtenir une récompense plus importante, donc c'est 4 pelettes de nourriture, ils ne vont pas l'obtenir tout le temps, donc ça va être incertain. Et ça va dépendre d'une probabilité de gain. Moi, j'ai 2 situations. J'ai une situation où ils peuvent gagner sur 10 essais une seule fois. Donc le risque est plutôt désavantageux si tu compares où tu peux gagner 10 fois sur le levier sécurisé. Certains, tu vas donc gagner 10 pelettes. Donc 10 versus 1, c'est mieux de faire un choix certain. Et une situation où c'est de plus en plus étudié quand même, cette situation-là aussi, c'est où le risque il est en fait avantageux. Et le rat, du coup, peut gagner 6 fois sur 10. Donc là, pour le coup, c'est mieux de prendre un risque. Oui, parce que tu as plus de chances en cumulé de récupérer plus de 10 pelettes. C'est ça. Exactement. Tu peux en avoir donc 6 fois 4, donc 24 versus 10. Donc c'est mieux. Donc, quand on a fait cette tâche-là, il y a aussi ça, je ne sais pas si je vais rentrer dans ce détail-là, mais le rat, donc, il a des choix libres, donc il fait ce qu'il veut, mais comme on ne peut pas parler aux animaux et lui dire « Ah, ce levier-là, tu as 6 chances sur 10 de gagner ». Il faut qu'ils le comprennent, et pour qu'ils le comprennent très bien, avant ces choix libres-là, je lui fais des choix où en fait, il n'a pas le choix. Donc, c'est des choix forcés. Il n'y a qu'un seul levier, quoi. Il n'y a qu'un seul levier, voilà. Donc, comme ça, il appuie dessus 10 fois et ça lui donne une idée, en fait, de ce que c'est la probabilité et de chacun des leviers. Et donc, après, il fait ses choix. Donc, on a essayé plusieurs designs, etc. Parce que donc, les probabilités du risque, elles varient. Mais est-ce qu'on les faisait varier dans la session d'entraînement du rat ou est-ce qu'on l'a gardée constante ce jour-là, mais le lendemain, on la faisait changer. On a testé différentes probabilités, parce que là, c'est 6 sur 10 et 1 sur 10, mais en soi, on ne savait pas trop. Donc, tout ça. Et on s'attendait à ce que les animaux, ils apprennent donc à prendre un risque quand il faut le prendre et à ne pas en prendre quand il faut pas le prendre. Voilà, c'était ces hypothèses-là. On n'avait pas beaucoup de données sur l'entraînement, parce que les animaux, pas comme les humains, il ne suffit pas d'une seule session pour réussir donc à maximiser les récompenses et donc à choisir, faire des choix risqués optimaux. Ça leur prend beaucoup plus de jours, une vingtaine à peu près. Waouh. Ouais, c'est long. C'est long. Donc, il n'y avait pas beaucoup de données sur l'apprentissage, donc on n'avait pas beaucoup émis d'hypothèses sur ça. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des données qui étaient intéressantes. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais donc on n'avait pas d'hypothèse, mais ouais, donc sur ça, sur la tâche, en fait, on voulait surtout qu'ils arrivent à faire le comportement, qu'on reproduise en fait ce qu'il y avait dans la littérature, en gros. Et ensuite, pour les bases neurales, là, on s'est appuyé sur la littérature. Il y avait déjà des données sur l'amygdale, sur d'autres régions. Donc, quand on fait de la science, il faut apporter des informations nouvelles. Ouais. Donc, on a choisi, en région frontale, donc on a choisi le cortex orbitofrontal. Donc, si on veut essayer de le situer, comme son nom l'indique, c'est derrière les yeux, orbite, et au niveau du front. Donc on a choisi cette région-là, parce qu'il y avait assez peu de données dans la prise de décision risquée, mais il y en avait dans la prise de décision en général, dans d'autres tests comportementaux. Donc et surtout, on l'appelle l'OFC, du coup, le cortex orbitofrontal, c'est quand même... Bon, il commence à avoir un consensus sur le fait qu'il est impliqué dans la mise à jour en fait, de la relation qu'on fait entre l'action et sa récompense. Donc, dans mon cas, appuyer sur le levier et gagner 4 palettes de nourriture. Et surtout sur le fait qu'il va monitorer un petit peu cette relation. Et moi, dans mon cas, comme le levier risqué, la probabilité qu'il lui associe, elle change. Ouais. Voilà, c'est notre hypothèse, c'était que clairement le cortex orbitofrontal, il interviendrait à ce moment-là pour que tu puisses faire la mise à jour et changer de comportement. C'était pas sûr, en fait c'était sûr, en fait c'était pas sûr. Voilà, on ne savait pas. Normalement, on pensait que ça le serait quand même. Et on avait choisi une autre région qui était le thalamus, donc le noyau médio-dorsal pour être précis, ça, c'est pas très grave. C'est une région qui est vraiment au milieu du cerveau, au milieu à la fois en profondeur et quand on va de l'avant de notre face à l'arrière. Donc voilà, c'est une région en fait sur notre équipe, elle travaille pas mal dessus. Donc on avait les capacités, on va dire pratiques
pour l'étudier. Et il y avait vraiment très peu de data sur... même dans la prise de décision, il commence à y avoir des choses, mais c'était considéré pendant très longtemps comme simplement un relais, en fait, le noyau médio-dorsal du thalamus, alors que finalement, il commence à y avoir des évidences comme quoi il est vraiment indispensable, en fait. C'est pas juste un relais, il a vraiment des fonctions dans la prise de décision. Okay. Donc, c'est pour ça que ça nous semblait intéressant aussi, cette région-là. C'est vrai qu'en neurosciences, on a tendance à dire que c'est un peu le chef d'orchestre pour certains trucs, mais qu'en gros, c'est une voie de passage, quoi. C'est une autoroute et ça envoie des fibres d'un côté à l'autre. Et... Ouais, exactement. Bah oui, puis comme c'est des régions qu'en fait, qui sont très profondes dans le cerveau, c'est des régions forcément qui... C'est pas celles qui ont été étudiées en première, en fait, parce que au niveau de la technicité, c'était compliqué. Ouais. Donc voilà, c'est nos 2 régions. Après, on s'est donné la liberté aussi de pouvoir évoluer au fur et à mesure de la thèse, parce que la science est imprévisible, même si on fait des hypothèses. Juste sur le design de l'expérience, j'ai un petit doute. Ce qui t'intéresse, c'est là où il va appuyer en rentrant dans la cage, et tu le laisses pas ensuite dans l'environnement voir s'il revient sur un ou l'autre levier. C'est que la première pression qui t'intéresse, quoi. Non, c'est toutes les pressions. Ok. Parce qu'il pourrait en spammer une, et ça, c'est pris en compte dans le... C'est un résultat intéressant quand même. Oui, alors moi, dans mon design, tout le monde ne fait pas comme ça. Mais en fait, j'ai les leviers qui sortent, donc ils ne sont pas disponibles avant, ils sont disponibles pendant 10 secondes. Ah oui, et le RAF fait son choix. Et après, il rentre. Et ensuite, les leviers re-rentrent. Okay. Voilà. Et de toute façon, l'animal, souvent, s'il entend qu'il y a de la nourriture qui est tombée donc dans une petite mangeoire qui est dans la cage, il va aller la récupérer. Et, il va revenir ensuite directement au levier parce qu'il veut la suite. Mais donc, j'ai pas mal d'essais. J'ai 80 choix libres au total dans ma session. J'en ai pas mal. Et on rajoute à ça les essais forcés. Oui, donc d'entraînement au départ pour qu'ils comprennent à quoi ils servent les leviers. Oui, c'est ça. Donc, ils sont même pendant ma session, enfin ma session d'entraînement, ils sont toujours les essais forcés comme ça. Il n'y a pas de doute sur... C'est ma façon de lui dire, voilà, le risque, c'est ça. Et comme ça, il n'a pas à explorer lui-même pour comprendre la probabilité du risque, c'est quoi. Et c'est censé être du coup une incertitude qui est prévisible, on va dire. Et c'est pas comme ça, c'est pas ambigu, parce que ça, voilà, selon si ça l'est ou pas, pareil, les résultats sont différents. Donc oui. Du coup, là, dans ton design, le rat, dans sa session, il aura un choix. Enfin, le risque, il est constant au sein de la session, ou est-ce qu'il change au sein de la session ? Alors moi, du coup, il change au sein de la session, dans les 2 sens. Donc, il peut commencer la session où c'est le risque qui est avantageux, et ensuite, il ne le sera plus. Ou l'inverse, c'est d'abord le risque qui est avantageux, et ensuite, il sera avantageux. Et le but, c'est de savoir s'il s'en est rendu compte, quoi. C'est ça. Mais ils s'en rendent compte au bout d'un moment. Marche plus. C'est ça, parce que ils ont le retour en fait des récompenses ou de l'absence de récompense, et on estime que c'est comme ça forcément qu'ils apprennent par essai-erreur, même si je leur donne des essais forcés, il y a quand même 40 essais libres après, donc ils se font leur idée. Okay. Et est-ce que ce serait différent ? Est-ce que c'est volontaire ? Je suppose que c'est volontaire, mais du coup, ça serait quoi ? Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que ça a un intérêt de le faire sans que le risque soit aléatoire ? C'est-à-dire que le taux d'incertitude, la probabilité d'avoir une récompense, elle est fixe, elle est faible ou plus élevée. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça ? Ou est-ce que ça a déjà été fait dans la littérature et du coup, c'est pour ça que vous avez mis en place un truc aléatoire ? Je ne sais pas si ma question est claire, elle n'a pas l'air claire. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Non, tu veux dire... Toi, tu as fait le choix que ton risque il change au cours du temps. Oui. Ah oui. S'il est fixe, est-ce que ça a un intérêt de regarder la même chose que ce que tu regardes, ou est-ce que ça a déjà été fait dans la littérature ? Ah oui, tout à fait. Dans la littérature, il y a des personnes on appelle ça on appelle ça un design dans la session, parce que ça change dans la session, mais ça peut changer entre les sessions. Et oui, les résultats, compliqué à dire si c'est pas, si c'est identique ou différent, parce que le design, forcément la tâche n'est pas exactement la même. La mémoire, ça va pas être la même, etc. Parce qu'ils vont devoir comparer en fait au jour d'avant par rapport au jour de cette session-là. Moi, c'est pendant la session, donc c'est compliqué. Mais oui, ça change. En fait, à partir du moment où il y a un paramètre du protocole expérimental qui change, les résultats vont être différents. Mais moi, c'était plus un choix. En fait, j'avais testé ce design-là. Moi, ça marchait pas du tout. Mes animaux n'apprenaient vraiment pas. Ils faisaient
la même proportion de choix risqués, qu'importe la probabilité. Donc, donc en fait, ils apprennent un pattern et après ils le répétaient à l'infini c'est sans ça. se poser la question. Donc, moi, je préférais aussi faire que ça change dans la session parce que, en fait, forcément, donc, le but pour les animaux, c'est de maximiser les gains. Et pour ça, il faut qu'ils soient motivés. Donc, on les restreint en nourriture. Enfin, pas beaucoup. On leur fait juste un régime comme nous. Parce que sinon, ils ont de la nourriture à l'infini. Donc, autant dire que c'est pas non plus excellent comme situation. Mais donc, voilà, c'est pour qu'ils aient un petit peu faim. Et en faisant ce design-là, entre les sessions, j'avais peur que la motivation elle soit un peu différente. Parce que du coup, il y a une session où ils gagneraient beaucoup s'ils font bien la tâche. Parce qu'ils gagneraient, je sais pas, 100% du temps, enfin non, pas 100%, on va dire 80% du temps 4 pelettes, puis le lendemain ce serait 50, puis après 20, enfin le taux de la motivation serait différente par rapport à ce qui s'était passé la session d'avant et ça changerait. Ils auraient plus du tout faim dans certaines sessions à la fin et dans d'autres ils auraient encore faim là. Donc c'est pour ça que j'aimais pas trop ce design là, même si on peut toujours essayer d'équilibrer en leur donnant plus ou moins à manger après, mais comme les rats ne font pas tous la même chose, même chez les groupes où on ne fait pas d'intervention neurobiologique chez des animaux normaux, il y a quand même des différences entre les animaux, donc très compliqué à équilibrer pour chacun, surtout qu'ils sont par deux dans les cages. Oui. Donc, parce qu'il faut qu'ils aient un copain dans les cages, les rats. Donc, oui, voilà. Du coup, ils vont partager la nourriture, donc tu ne peux pas équilibrer. Donc, c'est impossible à équilibrer. Donc, c'est pour cette raison qu'on avait pris ce design-là aussi. Ok. Et donc pour identifier le rôle des différentes zones d'intérêt, donc le cortex orbitofrontal et le noyau du thalamus, j'imagine que tu fais des interventions dessus, donc que tu les inhibes ou que tu les détruis, je ne sais pas exactement. Donc c'est quoi tes méthodos pour arriver à déterminer leur rôle ? Alors oui, donc moi du coup, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes pour inhiber une région ou la détruire, c'est ça. Il y a donc les dreads, je ne sais pas si quelqu'un vous en a déjà parlé. Il y a longtemps. Ouais. Il y a longtemps. Les dreads sont en français, je ne sais pas si je vais rentrer en détail, mais grosso modo, c'est des virus qu'on injecte dans le cerveau des rats. Et on va pouvoir inhiber ou activer la région dans laquelle on a injecté ce virus-là. Et on va pouvoir le faire de manière temporaire. C'est ça qui est intéressant avec ce type de virus. Okay. Mais ce qui est un petit peu pratique, d'un côté pratique compliqué, c'est qu'on doit injecter dans l'abdomen de l'animal ou dans d'autres manières, il y en a qui le font avec des canules, etc., un produit qui fait que ça va activer justement ce virus-là pour qu'il puisse donc inhiber ou stimuler la région en question juste avant le test de comportement. Donc il y a quand même une intervention au moment du... Il y a quand même une intervention juste avant et ça, on ne peut pas le faire pendant 20 jours. Sauf que moi, justement, ma tâche, comme elle est très longue pour les animaux... Et qu'ils n'apprennent pas trop. Donc certains ne peuvent ne pas apprendre. Et moi, j'étais intéressée dans l'apprentissage. J'avais besoin de... Enfin, je ne pouvais pas faire ça tous les jours. Ça n'aurait pas été possible. Donc, j'ai fait des lésions à la place. Donc, les lésions, pour le coup, ce n'est pas temporaire comme intervention. Ça ne revient pas à la normale après, une fois que le médicament il a disparu. C'est définitif. Et donc, c'est des lésions, ce qu'on appelle du NMDA, donc c'est du N-méthyl-D-aspartate. Le nom n'est pas très important. Mais en gros, c'est un agoniste. Donc, c'est une molécule qui va venir activer des récepteurs dans le cerveau, des récepteurs au glutamate. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ce neurotransmetteur-là. Aussi, il a été mentionné. Il y a beaucoup. Mais c'est le neurotransmetteur principal, en fait, d'excitation, on va dire, des neurones. Et donc, en fait, on va injecter du NMDA. Ça va exciter les neurones, mais ça va les exciter massivement, à outrance. Et en fait, ça va tuer les neurones, en fait, les corps cellulaires. Donc, c'est pour ça on appelle ça une excitotoxicité. Donc, effectivement, ça détruit donc, les neurones de la région en question. Et donc, ça, c'est la principale intervention que je fais pour vérifier le rôle des régions. Et je fais aussi un petit peu de photométrie de fibres. Donc, ça, c'est pas du tout la même chose. C'est pas quelque chose de... Comment dire c'est pas c'est plutôt une observation de à quel moment la région va être impliquée dans ma tâche, parce que là, on ne détruit pas la région, on va observer son activité neuronale.
Je ne sais pas si vous voulez que j'explique le principe de la photométrie de fibre ou que pas. Ouais, je pense que c'est bien. Ouais. Alors, la photométrie de fibre, donc, en fait, c'est une technique qui va nous permettre de visualiser donc, l'activité neuronale en temps réel. Donc, c'est très intéressant quand on a une tâche comme la mienne où il y a plusieurs étapes finalement, parce qu'il y a donc la sortie des leviers, donc c'est une sorte de stimulus pour les animaux. Ouais. Le fait qu'il va faire son choix en appuyant, il va recevoir la récompense, il va même se passer peut-être des choses après. Voilà, est-ce que j'en ai une, est-ce que j'en ai pas une, qu'est-ce que je fais? Ouais, est-ce qu'il est dégoûté, est-ce qu'il est hyper content? C'est ça. Et donc, pour pouvoir visualiser donc, l'activité neuronale d'une région, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter un virus, encore une fois, donc dans la région qui nous intéresse. C'est un virus qui va exprimer en fait, une protéine qui est sensible au calcium. Okay. Donc, je sais que vous avez parlé avec Simon de la synapse. Quand les neurones en fait, communiquent entre eux, il va y avoir une augmentation du calcium intracellulaire. C'est grâce au calcium en fait, que les synapses elles vont pouvoir envoyer les neurotransmetteurs à la synapse d'après. Et donc, c'est en fait un indicateur, la concentration de calcium, de l'activité neuronale. Et donc, on va injecter donc, un virus avec une protéine qui est sensible à cette concentration, enfin aux variations de concentration de calcium. Et cette protéine, elle va être couplée à c'est laquelle module, mais elle va être couplée à une protéine fluorescente. Donc, le virus tout seul, en fait, il n'y a rien. Donc, parce qu'il y a une protéine fluorescente, mais il lui faut de la lumière, en fait, pour qu'elle puisse, on puisse la voir. Donc, en photométrie, quand on va... Donc ça, c'est une chirurgie qu'on fait à l'animal, le virus. Quand on va faire la tâche, on va brancher l'animal à un dispositif de photométrie parce qu'il a aussi une fibre optique en fait au niveau du crâne avec une canule. Donc on va brancher ça et grâce à la fibre optique, on va pouvoir envoyer en fait un laser qui va exciter la protéine fluorescente. Donc on va avoir un niveau de base de cette fluorescence. Donc c'est un peu l'activité de base de la région finalement. Et quand la région elle va s'activer, il va donc y avoir l'augmentation de la concentration de calcium. Et donc, comme elle est couplée à cette protéine fluorescente, il va y avoir plus de fluorescence. Parce que le virus va être stimulé par... C'est ça, parce qu'il va y avoir du calcium, parce que les neurones communiquent, cette région-là est active à ce moment-là. Active. Et on va pouvoir donc mesurer en fait, cette fluorescence grâce à un photodétecteur. Et c'est ça qu'on va visualiser sur l'ordinateur. Oui, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit finalement. En termes de résolution spatiale, c'est l'activité d'un groupe de neurones, d'un neurone ou de la région globale? Très mauvais en résolution spatiale. C'est une très bonne résolution temporelle, la photométrie, mais c'est vrai que la résolution spatiale, c'est assez moyen. On ne peut pas aller à l'échelle d'un neurone. On peut aller sur une population de neurones si on utilise un promoteur spécifique. Okay. Donc ça, un type de neurone, on peut. Mais quand on va ensuite regarder à peu près comment notre virus s'est diffusé pour voir si on a bien travaillé, on cible la région, mais on ne cible pas toute la région, forcément. Hein. Mais Non, spatial, c'est moins sympa. Okay. Mais non, c'est surtout temporel où c'est intéressant. Et surtout, c'est une technique qui est assez peu invasive quand on la compare à l'électrophysiologie, par exemple, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, l'animal, il peut bouger. Et c'est ça aussi qui est intéressant, il peut faire une tâche... C'est juste qu'il est relié par un câble, quelque chose comme ça, mais sinon... Exactement, il y a juste un petit câble, et donc il n'est vraiment pas inhibé dans ses mouvements, et ça, c'est bien. Parce que s'il était gêné, ce serait embêtant pour qu'il puisse faire son comportement de manière naturelle. Donc ça, c'est très bien pour ça, quand même. Ok. Avant qu'on fasse un point résultat, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour des méthodes, tu as mentionné au début que cette prise de décision à risque, elle pouvait être pathologique en quelque sorte. Je voulais savoir dans quelle pathologie psychiatrique tu peux retrouver une altération de cette prise de décision, et est-ce que ça se fait dans le sens où tu prends trop de risques malgré les dangers que ça peut encourir, ou est-ce qu'à l'inverse, on a aussi où c'est genre plus du tout de prise de risque et ça peut devenir délétère parce que finalement tu choisis toujours que la réponse minimale et tu n'arrives jamais à accumuler des choses. Oui, alors des prises de décision risquées anormales, ou on va dire pas optimales, on en retrouve dans pas mal de maladies neuropsychiatriques. Il y a tout ce qui est addiction finalement,
que ce soit aux substances, aux jeux d'argent, etc. On en retrouve aussi dans tous les troubles de l'attention, TDAH, hyperactivité ou pas. On en retrouve aussi dans les anorexies mentales. Ok. Il y en a dans des maladies, comme Parkinson, syndrome de Huntington, des choses comme ça. Et au niveau de ce que ça va être, alors c'est souvent, ils ont souvent plutôt montré que c'était des prises de décision risquées à outrance, mais c'est pas toujours vrai. Enfin, je sais que dans l'anxiété, c'était des individus qui avaient tendance à ne pas avoir de préférence du tout. Mais après, la prise de risque, justement, qui est sous-optimale, dans le sens où ils ne vont pas prendre assez de risques, j'ai trouvé très peu de résultats, justement, à ce sujet-là. J'ai essayé un peu de chercher au niveau des personnes qui ont la dépression, par exemple, ou chez les individus âgés. J'ai trouvé quelques papiers, mais ils en parlent moins, quand même. Mais je suis d'accord avec toi que c'est aussi un problème. Potentiellement un problème, clairement. Donc c'est souvent quand même de la prise de décision risquée à outrance. Ou pas de choix du tout, quoi. Ou arrêter de faire de pas choisir. Ouais. Plus choisir. Ok. Oui, c'est ça. Oui. Ou alors c'est des personnes qui vont avoir du mal à être flexibles aussi. Ils vont souvent que tu leur présentes le risque avantageux ou désavantageux, ils vont juste en fait persister dans leurs décisions. Ou ça peut être aussi l'impulsivité parce que, donc, comme je disais, moi c'est l'incertitude, mais quand on teste le risque avec un délai, souvent on propose aux individus le choix entre une petite récompense tout de suite ou une récompense plus intéressante, mais ça va arriver dans 20 secondes. Et les personnes impulsives vont avoir tendance à... Maintenant, peu importe. La petite récompense tout de suite, alors que c'est pas du tout optimal comme choix, parce qu'on va beaucoup plus gagner si on choisit l'option qui va nous donner la grosse récompense plus tard. Donc voilà, beaucoup de maladies neuropsychiatriques liées à ça. En même temps, quand on t'a parlé des régions qui étaient impliquées dans ces mécanismes, rend compte que c'est des régions qui sont aussi souvent atteintes dans ces pathologies-là. Enfin, les ganglions de la base interviennent dans les pathologies qu'on a parlé juste avant, que ce soit Parkinson. Et après, c'était plein de noms compliqués, donc je vais pas citer les autres. Mais oui, du coup, ça a du sens que c'est un impact pour énormément de patients, quoi. Tout à fait. Donc si on passe aux résultats un peu, tu nous as teasé. Ouais. Alors, si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Mais... si. Bon, c'est simplement douloureux, mais c'est ça. Faut faire le deuil de cette thèse. C'est ça. Niveau résultats, j'ai des résultats comportementaux qui sont intéressants. Donc, parce que comme je disais, c'est malgré que ce soit une tâche comportementale qui prend beaucoup de temps à apprendre pour les rongeurs, il y a quand même peu de personnes qui partagent leurs données concernant l'apprentissage, alors qu'en fait, c'est quand même très intéressant. Parce que faut pas oublier que nous, souvent, c'est un one-shot. Eux, on leur fait 20 jours d'entraînement. On sait, il peut y avoir des habitudes qui se prennent, etc. En fait, moi, j'ai toujours un petit doute sur vraiment ce qu'on apprend aux animaux, donc on ne peut pas leur demander. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout regarder. Et ça aurait pu être ça aurait pu être prévisible, mais ça ne l'est pas tant, dans le sens où quand je regardais la dynamique d'apprentissage des animaux, c'était plus facile d'apprendre à prendre des risques qu'à ne pas en prendre. Or, c'est pas si évident que ça, parce que y a beaucoup de théories en prise de décision risquée, mais il y a une des théories les plus anciennes, qui date des années 70, elle stipule notamment qu'on a plus tendance à avoir une aversion au risque, parce qu'on n'aime pas perdre, que prendre des risques, en fait. Après, ça dépend évidemment des espèces animales. Mais quand je te dis que tu gagnes 100 € et je te dis que tu as perdu 100 €, émotionnellement, déjà au niveau de l'émotion, ça te fait plus mal en fait, de perdre 100 € que de gagner 100 €. C'est bizarre, mais c'est la même somme. Mais voilà, donc c'était pas si évident que ça que les animaux, ils auraient plus de mal à apprendre à ne pas choisir le levier risqué, alors qu'ils perdent quand même 9 fois sur 10. Quasiment tout le temps, voilà. quoi. Et même au niveau des probabilités, c'est en fait plus tu es proche d'une probabilité de 1 sur 2, donc c'est-à-dire le hasard total, plus finalement c'est difficile de savoir quoi faire. Et quand les rats ils gagnent 6 fois sur 10, c'est plus proche de 5 fois sur 10, donc 1 fois sur 2, que finalement une situation où on perd 9 fois sur 10. Donc c'était plutôt étonnant. Donc on a plusieurs interprétations sur ça, mais entre autres,
finalement, comme ils gagnent 4 pellets de nourriture, c'est plus la quantité peut-être qui est voilà, importante c'est un peu pour eux. appétant. Donc nous, on pense que c'est peut-être ça qui fait qu'en fait, ils ont du mal à ne pas prendre de risques. Les rats, donc ça dépend des personnes, mais c'est quand même une espèce qui est opportuniste. Donc en soi, la prise de risque, elle est quand même... Ça fait déjà les poubelles présente. et ça les graille tout ce que ça trouve. C'est ça, il y a un petit peu de ça. Donc bon, on a remarqué ça. Et surtout, on a remarqué aussi donc on apprend à des rats à faire cette tâche-là. Et souvent, quand on fait des interventions neurobiologiques, on compare ceux qui ont eu intervention à ceux qui n'en ont pas eu, donc le groupe contrôle. Et même dans le groupe contrôle, il y a environ 70% des rats qui réussissent la tâche comportementale. Et on a 30% qui n'y arrivent pas, même au bout de 30 jours. Okay. Et alors, en soi, la variabilité, ça existe dans toutes les tâches comportementales, mais souvent, les personnes, ça commence à se faire, mais ils l'étudient pas tant que ça, parce que ça fait partie, je veux dire, même nous, les humains, quand on fait des choses, on va pas être optimal à chaque fois, etc., parce qu'il y a des biais qui interviennent. Mais du coup, nous, on a pris le parti quand même de un peu plus étudier ça, d'essayer de comprendre pourquoi il y a des animaux qui vont prendre toujours beaucoup de risques ou qui vont pas du tout en prendre. Faire du profiling des rats. C'est ça, du profiling, c'est ça. Et du coup, on va utiliser d'autres méthodes pour ça, un peu plus statistiques, on va dire, techniques, pour essayer d'un petit peu trier les datas, les données, faire du modeling, entre guillemets. Bon, je sais pas si c'est assez très connu, mais en gros, on va essayer de faire des groupes d'animaux, de les regrouper entre eux, sans forcément avoir d'idée de à quoi ressemblent les groupes. Donc, par exemple, basé sur des paramètres. On fait des analyses en cluster. C'est ça, c'est des clustering. Hein. Voilà, donc on va faire ça. On a aussi des PCA, donc ça, c'est des analyses... en composante principale. Voilà, c'est ça. Donc ça permet de... on a beaucoup de paramètres, parce qu'on a le choix, mais on regarde beaucoup d'autres choses. On regarde la latence aussi. Est-ce que les animaux vont mettre du temps à appuyer sur le levier ou pas. On regarde aussi leur comportement par rapport aux récompenses. Est-ce que quand ils viennent de gagner, ils vont retenter encore, ou est-ce qu'ils vont arrêter, se faire une pause grooming, je me fais la toilette, je vais faire une sieste. C'est plus quel choix ils vont faire après, en fait. Mais oui, la latence, il peut y avoir ça. L'engagement dans la tâche, effectivement, ça peut jouer. Ça peut être dû aussi à s'ils ont eu beaucoup de récompenses. Peut-être que là, ils vont faire la sieste. Pardon, je vais me faire gronder parce que j'ai tapé le micro. Je sais pas, je suis partie. Mais t'énerve pas. Ouais, c'est plus. Oui, donc s'ils gagnent, tu vois, est-ce qu'ils vont donc retenter? S'ils perdent, est-ce qu'ils vont retenter, ou ils vont se dire c'est parti, on va partir sur le levier certain, parce que là, j'ai perdu, j'ai rien. Donc, on regarde toute cette historique-là. Et en fait, le comportement, souvent, on fait des moyennes de toutes ces choses-là, mais on oublie que c'est une séquence, le comportement, quand même. Il y a tout un historique qui peut être plus ou moins important pour l'animal. Ça peut être juste l'essai d'avant, mais ça se trouve, les 10 essais d'avant, ce qui s'est passé, c'est important aussi. Donc, il y a plein de paramètres. Et donc, quand on fait des analyses en composantes principales, on essaie de réduire les paramètres qui vont vraiment expliquer le comportement, à vouloir dire quelque chose. C'est ça. Donc on espère faire un peu tout ça, aussi faire des régressions linéaires ou des choses comme ça. Voilà. Expliquer pourquoi un comportement, l'évolution d'un comportement qui va être due à un paramètre particulier, comme le fait que, je sais pas, le prix d'une maison augmente selon sa surface. Typiquement, ça c'est une régression. Donc tout ça, ça va peut-être nous permettre d'identifier des profils et de vraiment les caractériser, voire du coup peut-être dès le début de l'apprentissage de se dire ce rat-là il est comme ça, il va finir comme ça. Et ça pourrait être intéressant. Donc voilà, beaucoup de résultats comportementaux cool. Au niveau des lésions, c'est pas pareil. J'ai fait des lésions en fait pré-training et post-training, donc ça veut dire j'ai fait des lésions avant que les animaux soient entraînés dans ma tâche et après qu'ils aient été entraînés. Donc celle après qu'ils étaient entraînés, les résultats, j'ai des résultats pas au niveau des choix, du coup, des risqués, donc pas au niveau de ma donnée principale, mais j'ai des résultats au niveau des latences. Les animaux sont plus lents à choisir quand ils ont donc des lésions du cortex orbitofrontal. C'est très compliqué à interpréter, la latence. C'est aussi pour cette raison-là qu'on va s'accompagner de personnes pour analyser les données. Parce que quand quelqu'un, si je parle d'un humain, quand quelqu'un met du temps à prendre une décision, est-ce que c'est parce qu'il réfléchit ? Parce qu'il est bête. Oui, c'est une bonne question. Est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas ou parce qu'il réfléchit vraiment ? Est-ce que, on est censé prendre des décisions de manière rapide, parce que pour la survie, c'est plus avantageux.
Mais en même temps, quand on prend des décisions trop vite et qu'elles sont mal prises, Ouais, on estime que là, la personne n'a pas assez réfléchi. Donc bon, voilà. Donc il y a des modèles pour essayer d'expliquer ce que ça veut dire la latence. Mais bon, c'est la donnée la principale que j'ai pour l'instant, c'est ça. Donc ça montre que l'OFC, il est impliqué, mais qu'en fait, ce ne serait pas essentiel pour réussir la tâche. Et quand donc, j'avais fait des lésions pré-training, j'ai plus ou moins eu la même chose aussi, alors sous réserve de vérification histologique. Parce que c'est bien bonne voilà, qu'on a fait les lésions à Marseille et non pas à Toulouse, en gros, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, faut vérifier ça. Mais j'ai reproduit les résultats que j'avais eus quand même, parce que j'ai fait 2 régions en fait du cortex orbitofrontal. J'en ai fait une qui est plus au milieu du cerveau, parce que c'est distingué donc par le cortex orbitofrontal médian, et une qui est un peu plus sur les côtés, donc c'est le cortex orbitofrontal ventrolatéral. Ouais. Les noms sont si longs, c'est pour ça qu'on fait des sigles. et donc oui, ces 2 sous-régions-là de l'OFC, elles sont quand même distinctes en fonction. Donc j'ai fait des lésions dans ces 2 régions-là. Et ouais, le médian, l'OFC médian, apparemment, ce ne serait pas impliqué dans ma tâche, mais ce qui est un peu étonnant. Et donc on essaie de comprendre pourquoi nous, on n'a pas. Parce qu'il y a quand même des données dans la littérature qui montraient que ça l'était. Alors ça l'était avec des dreads. Post-training. Ouais, des trucs transitoires. C'est ça, des choses transitoires. Donc, parce que c'est vrai que quand on finalement détruit une région dès le début de l'apprentissage, est-ce que l'animal, en fait, il va quand même pouvoir apprendre parce que il aura toujours appris sans cette région-là. Alors que quand il apprend en utilisant une région et qu'à juste au moment où il en a besoin, on lui enlève, forcément... il y a une panne dans le circuit et ça marche plus. C'est un peu ça. Donc, on se pose aussi la question de est-ce qu'on ne va pas changer de méthode. On ne sait pas trop pour l'instant pourquoi on n'a pas de résultats sur ça. Et le thalamus, on avait fait quelques rats, mais c'était très préliminaire. Et pour le coup, c'était vraiment difficile parce qu'il y avait une grande variabilité dans les individus. Donc, on a eu du mal à tirer des conclusions. Donc, on va peut-être retenter. Mais c'est très difficile à cibler, je trouve. En chirurgie, cette région-là, c'est un peu compliqué. Non, mais quand tu fais Neuer Acumen, c'est pareil. Quand tu es un peu trop profond, tu es là. Ok, oui. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas trouvé vraiment d'acteur principal, de personnage principal à mon histoire pour écrire ma thèse. Mais il y a quand même plein de choses. Il y a toujours des choses à faire avec les données. Voilà. Surtout au niveau du comportement, parce qu'il y en a... Ouais. On n'a pas tant que cette dispo. Donc c'est cool. Surtout en tes résultats comportement, c'est pas exactement ce que je vais faire, mais c'est quasiment ce que j'ai prévu de faire comme type d'analyse sur les données, mais vraiment sur l'être humain, en fait. La même chose. C'est-à-dire des gens qui jouent au jeu d'argent et on a les comportements, genre les sessions de jeu, et en fait, on a leur mise, leur perte, leur gain, leur machin, et en fait, c'est des analyses que je prévois un peu de faire pour le projet de postdoc que je fais. En fait, on peut discuter parce que je pense je pense que j'ai des idées d'analyse peut-être que vous n'avez pas et vice versa qu'on peut se prêter. Complètement. Ouais, c'est pour ça normalement on a prévu une collaboration avec des personnes qui ont plutôt tendance à travailler avec les primates, mais en soi. Mais les humains, c'est pareil. Moi, c'est pas des leviers, mais bon, c'est BetClick et ils sont là, genre ou Winamax, et ils sont sur leur application à se dire je vais perdre, je vais parier sur ma mise au poker, machin. Est-ce que je mise pas? Et là, j'ai perdu, du coup, est-ce que je mise plus ou moins? Ça semble plus difficile parce que j'ai l'impression qu'il y a des facteurs supplémentaires. Je ne pense pas qu'il y ait un lobby sur les rats qui leur dit vraiment cette bouffe, elle va vous rendre richissime. Il faut la mais prendre. c'est sûr. Mais par contre, en termes de séquence de comportement, c'est un peu la même idée, tu vois. Genre, il commence une session de jeu, en fonction de ce qui s'est passé, il va avoir un comportement plus ou moins différent. Et nous, on peut analyser ça sans hypothèse a priori, c'est-à-dire que tu prends toute ta population et tu essaies de voir s'il y a des profils qui se distinguent en analysant cluster, ou tu peux regarder par profil, c'est-à-dire des gens qui sont a priori qui n'ont pas d'addiction, des gens qui sont a priori à risque et des gens qui a priori ont une addiction d'un point de vue des caractéristiques cliniques. Et du coup, tu peux refaire ces analyses pour voir si les séquences de comportement sont les mêmes, si la variabilité des comportements c'est la même, s'ils se comportent de façon similaire ou pas du tout. Face au gain, face à la perte. Et puis surtout aussi, est-ce que c'est constant d'une session de jeu à l'autre, parce que souvent les individus, mais même les rats, c'est pareil, ils font pas la même chose du jour au lendemain. Ce qui complique les analyses. On se dit, on arrête quand tout le monde est stable à peu près. On essaye justement, en tout cas à l'échelle du groupe des animaux, mais si on regarde à l'échelle de l'individu, c'est pas toujours le cas.
Mais oui, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a des, Ouais, il y a des des biais paramètres en en fait plus. qu'il y a chez l'humain, peut-être qu'il n'y a pas chez les animaux, Ouais. mais on en retrouve quand même beaucoup chez les animaux, hein, des biais cognitifs pour la prise de décision risquée. Alors, par exemple, quand on gagne, on a tendance à être aversif au risque. Et quand on perd, c'est l'inverse. On a tendance à vouloir un peu tout tenter et prendre les risques. Le tout pour le Voilà, tout. c'est ça, le tout pour le tout, le fameux. Et ça, c'est présent chez plein d'animaux, même chez les oiseaux, Ok. etc. Est-ce que ça peut expliquer le fait que les pauvres restent pauvres et que les riches sont des pinces et ne dépensent pas leur argent? Peut-être. Ça me semble un peu simpliste, mais Et C'est une extrapolation un peu alambiquée. Et Ça marche. il compte sur un autre biais justement pour que les pauvres dépensent quand même leur argent, c'est le biais de la pondération subjective des probabilités. C'est-à-dire que on a tendance à surestimer les probabilités faibles, comme gagner au loto, et à sous-estimer les probabilités élevées, comme « allez, je prends pas d'assurance voiture, parce que finalement, ça n'arrive jamais les accidents de voiture. » Alors que c'est faux. Donc, ils utilisent ça dans la société. pour... Sachant que si on écoute la vidéo de Chasse Éthique sur ta probabilité de gagner au loto, il me semble que c'est l'euro-million, une chance sur 220 millions. Ah oui, non, mais... Oui, Du coup, c'est énorme. mort. Genre, arrêtez, c'est mort. Ça n'a aucun sens. Mais de toute façon, on ne fait pas des décisions rationnelles tout le temps, hein, personne, hein, ni nous, ni les animaux. Clairement. On a toujours des biais, hein, mais c'est normal. clairement. Bon, ben, c'était très intéressant. Mhm. On peut peut-être te demander qu'est-ce que tu as prévu pour la suite. Est-ce que tu as un plan de carrière sur 15 ans ou ça s'improvise? C'est quoi ton... Alors, bon, déjà, comme notre laboratoire, il avait déménagé, on a quand même perdu 6 mois. Je me sens plutôt en deuxième année de doctorat qu'en troisième, en Ouais, fait. ouais. Donc, bon, je vais demander du coup une 4e année, et aussi parce que on a quand même encore des idées qu'on voudrait tester. J'aimerais bien développer plus l'analyse des données comportementales, tout ça. Donc, j'espère avoir les financements pour une 4e année. Et ensuite, ça va dépendre un peu des opportunités que j'ai. J'aimerais quand même faire encore un postdoc. Ok. Pour dans un autre sujet ou pas. J'aime quand même bien la prise de décision, j'aime bien rester, mais je ne sais pas si je vais forcément rester chez le rongeur ou si je n'irai pas me tourner vers une espèce un peu plus originale, parce qu'il y a de la prise de décision risquée chez les céphalopodes, par exemple, chez les abeilles, tout ça. Je trouve ça cool d'étudier des espèces un peu plus comme ça, originales. Et après, je suis pas certaine, en fait. J'aimerais, moi, être enseignante-chercheur. Ok. Ouais, j'aime beaucoup l'enseignement, j'aime beaucoup la médiation scientifique, tout ça, c'est pour ça que je suis là. Et sinon, je sais que l'aspect dans l'entreprise, ça peut être cool, mais bon, en comportement neurosciences, je connais pas beaucoup, beaucoup d'entreprises qui travaillent là-dedans, mais à voir. Mais ça, c'est plus pour... À un moment, c'est au niveau de l'équilibre... Vie personnel, pro, ouais. vie pro, vie personnelle, hein, comme tout. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai toujours envie de faire un postdoc et d'être enseignante-chercheur. Mais on va dire que je garde d'autres possibilités. Je me ferme pas à ça, et juste aussi pour connaître un petit peu. Donc voilà, c'est ça qu'on verra bien. Ok, ça marche. C'est vrai que t'as pas du tout fini aussi la thèse, donc c'est difficile d'avoir si tu arrives à avoir cette année supplémentaire. Ça se négocie comment l'obtention d'une année supplémentaire? Il faut faire comme un appel à projet et montrer qu'est-ce que tu as prévu pour cette année de plus ou... Oui, c'est un peu ça. En fait, il y a des organismes comme par exemple la Fondation pour la recherche médicale, donc la FRM, ou le Bordeaux Neurocampus, il y en a d'autres. Selon votre sujet, vous postulez à des différentes, qui du coup vous financent pour une 4e année, et il faut expliquer les résultats qu'on a obtenus, ce qu'on va faire après, notre plan pour la suite, etc. Okay. Souvent, ils regardent notre CV aussi. Ils regardent aussi le CV de notre superviseur, tout ça. Donc voilà, à voir si on l'aura. Et sinon, parfois, le superviseur aussi a de l'argent parce qu'il a répondu à notre financement, etc. Okay. Donc ça peut arriver, ça aussi. Donc pour l'instant, je ne sais pas, parce que ça va ouvrir les demandes que le mois prochain. Enfin, la FRM, c'était déjà fait, mais c'est pas moi qui l'a faite. Ouais. C'est qu'une seule par équipe pour celle-ci, donc c'était pas moi. Mais ouais, il va falloir se mettre à faire ça. Ok, trop bien. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ouais. Est-ce que... Dernière petite question. Du coup, tu donnes des cours là pendant ta thèse?
Non. Non. Non, je donne pas de cours. J'aurais bien aimé, mais j'avoue, j'ai fait le choix de me concentrer plutôt sur l'aspect très scientifique. Mais si je fais un postdoc, c'est sûr que je ferai des cours. Mais par contre, je fais pas mal de médiation parce que je suis dans l'association Femmes et Sciences. Ok. Donc, on intervient très souvent dans des lycées ou des collèges pour expliquer ce que c'est la science et pour aussi un peu détruire les préjugés qu'il y a sur le fait que quand tu es une fille, tu peux pas faire de science, en gros. Bon, c'est très raccourci, mais voilà. On leur présente des femmes en sciences pour que les filles fassent de la science. donc voilà, je fais pas mal de médiation avec ça, j'aime bien. C'est pour, en plus, une très bonne cause. Donc voilà, comme je suis assez prise par cet aspect associatif-là, il y a un moment, il fallait faire des choix. Donc, c'est sûr. Mais j'aimerais beaucoup. Puis bon, en soi, des fois, on encadre aussi des stagiaires quand on est en thèse, donc ça donne un petit avant-goût aussi de si on aime ou pas. Ça fait un côté un peu pédagogique. C'est ça, ouais. Est-ce que j'aime bien lui expliquer des trucs ou est-ce que je laisse ma stagiaire dans son coin et elle va faire sa vie toute seule? Tiens, bonne chance à toi. Ouais, non, ça n'arrive pas avec moi. donc oui. Ouais, j'ai vu des gens qui étaient un peu comme ça et du coup, je sais que ça dépend des gens. Ah bah oui, tout le monde n'a pas la fibre, j'imagine, pédagogue, entre guillemets, donc... Je confirme. Aïe. PTSD. Et en activité, du coup, donc, tu fais cet assaut Femmes et Sciences. Est-ce que tu as d'autres activités pour sortir de la thèse, sortir la tête de l'eau? Ah oui, moi j'y arrive très bien. Les gens souvent disent, tu verras, quand tu rentres chez toi, tu penses à la thèse et tout. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je passe la porte et je pense à autre chose. Donc, si, je fais pas mal de sport à l'université, ça c'est cool. La boxe, de la musculation récemment. Je pensais pas que j'aimerais, en fait, j'adore. C'est super. Ouais, c'est trop bien. Je suis déjà convaincue là-bas. Moi, je suis toujours pas convaincue. C'est satisfaisant, en fait. Tu vois bien ta progression, donc ça, j'aime beaucoup. Je faisais un peu d'escalade aussi. Moi, j'ai un peu arrêté parce que ça allait loin. Et sinon, je fais un peu de guitare, je fais un peu de crochet. En fait, je suis une personne très touche à tout. Donc, j'ai beaucoup de passions. Mon appartement, c'est un musée, en fait, de mes passions abandonnées en cours. Peut-être j'y reviens ou pas. Il y a une machine à coudre, tu vois, ça fait 1 an que j'y ai pas touché, mais elle est là, elle est dispo. J'ai une pote qui est exactement comme ça. Elle change de passion tous les 3 semaines. Alors là, en ce moment, c'est peinture sur céramique. La prochaine fois, ça sera les perles. C'est moi, quoi. C'est vraiment moi. Donc ouais, j'ai une vie qui est bien remplie, mais j'aime bien. Ok. Donc, tu te laisses pas envahir par ta thèse, c'est bien. Non, ça c'est vraiment important, je pense. Puis même, moi, je suis partisane du fait de... C'est très bien d'être expert d'un sujet en particulier, mais c'est bien de s'intéresser à d'autres choses parce que ça peut nous donner des idées pour résoudre les problèmes de manière différente, en fait. Et même des fois, en parlant à quelqu'un, je sais pas, ça n'a rien à voir avec ton sujet, tu peux te dire, en fait, il y a ça, quoi, je pourrais faire ça. Enfin, c'est bête, mais des fois, les idées, elles émergent de sujets, tu pouvais pas savoir. C'est vrai. Donc ouais. Ok, trop bien. Bon, on va se faire des petites recos avant de se quitter. Ouais. Tu veux commencer, Florence? Comme tu veux. Vas-y, si tu as... des recos, ah oui, c'est vrai. En recommandation... Pour la prise de décision, il y a le livre de Mathias Pestiglione, je ne sais pas si je prononce bien. Si vous voulez en savoir plus, ça s'appelle Le cerveau de Momo Sapiens, je crois, j'espère. Je ne me suis pas trompée sur le titre. Mais voilà, ça vous permet... il explique super bien comment le cerveau prend justement des décisions, pourquoi il est irrationnel et parfois irrationnel. Donc, et c'est très digeste, avec des vraies expériences, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais sinon, il y a un autre livre que je voulais recommander. C'est Moi le blob de Audrey Dussotour. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je l'ai vu à Mola samedi en cherchant un cadeau pour une copine. Qu'est-ce qu'il est bien ce livre. Franchement, déjà, Audrey Dussotour, c'est donc une scientifique qui étudie plutôt des espèces, justement, comme je disais, un peu plus marrantes, qui sortent de l'ordinaire. Moi, je trouve ça plus marrant que donc, les fourmis, notamment. Mais elle a aussi étudié le blob, qui est un organisme qui n'a pas de cerveau, mais qui peut quand même faire des décisions intelligentes. Et c'est fascinant. C'est vraiment trop bien comme livre. Et en plus, c'est une sorte de BD, donc c'est... C'est pour ça que j'ai tiré le bouquin dans la section. Le bouquin est très beau. Ouais, c'est pour ça que je l'ai regardé. Il fait penser à Sin City un peu, parce que du coup, il y a le blob jaune un peu. Et le reste, c'est en noir et blanc. Ouais, le reste, c'est en noir et blanc. Alors là, tu l'as catché rien qu'avec le mot Sin City. Trop bien. Non, il est vraiment trop bien, ce livre. Et ça détruit un petit peu aussi les préjugés qu'il n'y a que les espèces qui ont un cerveau qui sont intelligents, que non. Même les plantes font de la prise de risque, figurez-vous. Donc, Les plantes, ok. Ouais. Donc voilà. Trop cool, on testera ça. On est curieux.
C'est quoi ta reco à toi? Marocco, c'est un événement qui a lieu en septembre, le 11, 12, 13, je crois, quelque chose comme ça, qui sont donc les championnats du monde de Rocket League, donc tous mes geeks sûrs. L'événement, il est en France. C'est une scène un peu malade. Ils galèrent à trouver un format économique viable. L'éditeur du jeu, il n'est pas investi de la meilleure des façons. Mais en France, on aime trop, on le sait. Je sais qu'il y en a plein qui se retrouveront là-dedans. Donc venez, prenez des places. Je sais que c'est pas donné. En plus, c'est à Lyon. C'est chiant pour aller à Lyon quand tu habites à Bordeaux. Mais il faut qu'on remplisse la salle quoi, pour donner de la force au jeu et à cette compétition. Je veux dire, le jeu, il est exceptionnel à regarder. Donc j'espère vous y retrouver tous et toutes là-bas en septembre. Personnellement, j'y serai. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Rocket League, c'est un jeu de foot avec des petites voitures. Ouais, voilà, c'est très spectaculaire, c'est très facile à comprendre, c'est difficile à jouer. C'est ça. Ouais, c'est une catastrophe. Ah oui, j'ai vu des vidéos, il y en a, ils font des tournées boulets dans tous les sens. Ce que tu vois faire, ce que font les pros, tu n'y arriveras pas, mais... Et quand tu n'as jamais trop utilisé une manette et que tu dois gérer et la caméra et la direction... c'est une catastrophe, ça c'est moi. La caméra, elle se joue toute seule normalement. Mais mais bon. si tu la loques pas, c'est la mort. Enfin voilà, donc je vous retrouve là-bas, j'espère. Ok. Et moi, je vais recommander une série animée qui existe aussi en light. Je crois que c'est une light novel qui a été adaptée, qui s'appelle Les Carnets de l'apothicaire. Il y a la saison 2 qui est en train de sortir en ce moment. Ça parle d'une fille d'apothicaire qui a été... vendue à l'empereur comme servante, parce que tu pouvais vendre ton gosse pour récupérer de la thune. Voilà. Qui a été enlevée et vendue pour être servante au niveau de... Je ne vais pas trouver mes mots. Mais bon, là où vivent l'empereur et ses courtisanes, etc. Et qui est en fait une passionnée de poison et de tout ce qui touche un peu à la botanique, à la médecine, la science, pour une époque féodale, on va dire. Et on suit cette meuf qui du coup, devient goûteuse de poison pour une des courtisanes de l'empereur. Et en fait, c'est plus une histoire d'enquête. Et c'est vraiment très intéressant. Concept de goûteur de poison, c'est-à-dire que si tu tombes sur le mauvais, tu le goûtes qu'une fois. Non, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'y connaît en poison et donc du coup, elle peut détecter des trucs. C'est un peu comme si elle était enquêtrice ou qu'elle était dans la police scientifique, mais pas vraiment police scientifique, mais en gros, elle voit les signes de ça, c'est un empoisonnement à ça c'est le truc, faut pas le mettre dans telle condition parce que c'est un poison pour les femmes enceintes, tu vois. C'est pas elle ingère, elle meurt, elle te dit c'était du poison, quoi. Non, mais elle fait un peu des tests sur elle quand même. Elle est un peu scientifique fou sur les bords, tu vois. Ça marche. Voilà. On aime voilà, on aime bien. Voilà, donc c'est une série qui est très sympa à regarder et il y a la saison 2 qui est en train de sortir actuellement et c'est sur Crunchyroll. Je me demande si tu l'as pas déjà recommandé d'ailleurs. Hein. J'avais recommandé la saison 1. Logique. Là, il y a la saison 2 qui sort. Une reco par épisode. Non, je recommande vraiment l'épisode 3 de la saison 5 parce que ça marche. Ce n'est pas de la triche. Non, c'est pas de la triche. Recommander la saison 2. Voilà, merci. Ok, trop bien, merci. Et si vous voulez nous retrouver, venez sur notre Instagram. Si vous voulez participer, si vous connaissez quelqu'un qui veut participer, contactez-nous. On vous reçoit avec plaisir. Venez encore plus sur Patreon. Venez vous abonner, même si vous pouvez rien donner, c'est déjà cool de suivre la page. Et par ailleurs, si vous pouvez donner, c'est trop cool. On a du matos à racheter, ça coûte hyper cher, donc n'hésitez pas à nous aider si vous le pouvez. Et enfin, le Discord où une nouvelle rubrique ouverte pour les petites propositions de jobs qu'on voit passer dans le domaine de la recherche. Et donc, n'hésitez pas à aller dessus. Et puis, comme il y a tous les anciens participants, si vous avez des questions sur des sujets en particulier ou vous voulez établir des connexions entre labos ou utiliser des méthodes statistiques que certains savent faire et d'autres non, ça peut être un bon moyen de se contacter de façon plus cool, quoi, sans que ce soit hyper formel par des mails et tout ça. C'est ça, comme on aime, quoi. Et puis voilà, on espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. J'ai tendance à être très passionnée par mon sujet. Je sais pas. Ça ne nous a pas choqué en tout cas. Sinon, tu feras un petit décélérateur de voix. Avec ma voix sera plus grave. Fois 0,25. Tu feras des trucs un peu improbables. C'était très cool. Faites-le, c'est vraiment cool. C'est bien. important de partager la science au plus là. grand nombre. Ouais, ça c'est sûr. Et puis nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Et de toute façon, on se capte toute cette semaine. Donc à demain. À demain. Salut. Salut.